Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons la tâche d'ouvrir la deuxième phase de cette soirée consacrée aux doctorants. Il est évident que la recherche ne peut pas se faire sans de jeunes chercheurs, et c'est les jeunes chercheurs qui sont les plus productifs. Donc nous avons décidé d'un commun accord avec le pôle métropolitain, dans le cadre de ces entretiens, de donner la place aux doctorants. Ceci étant, on ne va pas non plus leur donner trop de place. 3 minutes pour chacun, ça suffira largement. Alors, pour faire un petit clin d'œil à la conférence d'hier du professeur Hatchwell, on n'a pas été très innovant, Jackie. On a suivi le Caneva qui est aujourd'hui le plus répandu de la thèse à 180 secondes, mais ça va nous donner l'occasion de vous montrer la qualité des recherches qui sont menées sur ce pôle métropolitain, des thèses qui sont soutenues par les établissements, par l'agglomération de Nîmes. Et donc ça va être très intéressant pour chacun d'entre vous de voir un petit peu la qualité de nos doctorants. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Karine Weiss, la directrice de l'école doctorale, puisqu'il a été dit déjà au moins 2 ou 3 fois que l'Université de Nîmes s'était dotée d'une école doctorale. Ça a été une prouesse, mais elle est là, elle est bien là, et Karine va vous la présenter. Merci. Donc en effet, depuis 2 ans et demi, Nîmes a son école doctorale. Et effectivement, il a déjà été dit également que le président Emmanuel Roux s'est battu pour cette école doctorale. Il a montré que l'université avait besoin de cet outil pour se développer. Et il m'a fait confiance dès le départ pour pouvoir mettre en place les différents éléments qui allaient permettre à cette école doctorale d'exister et de vivre. Donc le premier travail avait été fait par Benoît, il faut le dire quand même, le dépôt du dossier au ministère. Et ensuite, j'ai pris la main là-dessus, accompagnée de Karine Moulin-Farina, qui m'a beaucoup aidée également. Et ensemble, on a réussi à faire aujourd'hui une école doctorale qui vient de recevoir un avis extrêmement favorable du ministère à mi-parcours. Et donc, c'est une fierté de pouvoir vous présenter aujourd'hui quelques docteurs qui font partie de cette école doctorale. Alors, la première particularité, c'est la co-accréditation, comme l'a dit Emmanuel Roux, entre l'Université de Nîmes et l'École des Mines d'Alès. Et il en découle une autre particularité qui est l'interdisciplinarité. La plupart des écoles doctorales sont plutôt monodisciplinaires, ou en tout cas couvrent un champ disciplinaire assez restreint. Nous, ici, on a fait le choix d'avoir une école doctorale réellement pluridisciplinaire, avec des sciences humaines, des sciences inhumaines, du droit, etc. Donc, on a effectivement beaucoup de doctorants qui travaillent sur des sujets assez différents les uns des autres. On a inclus par la suite également le design avec l'équipe Project qui a été labellisée après la création de l'école doctorale. Et donc ça donne une vraie richesse à ce que nous faisons, une vraie richesse aux travaux des doctorants. Et ces travaux sont en particulier aussi tous financés. On n'a que des doctorants qui ont reçu des financements, soit de l'université, soit de l'école des Mines d'Alès, soit de Nîmes Métropole et également plus récemment de la région Occitanie. Et donc là, je tiens aussi à remercier tous ces financeurs qui croient en nous et qui nous permettent d'exister, parce qu'on a commencé avec une quinzaine de doctorants. Aujourd'hui, on en est à plus de 30 et c'est effectivement un gros travail qui a été fait. Alors, je vais laisser maintenant la parole à 5 doctorants, dont 3 de notre école doctorale et 2 autres qui sont dans le pôle métropolitain Nîmes-Alès, mais qui ne font pas partie de notre école. Mais Benoît, je crois, va se faire un plaisir de vous les présenter individuellement. Donc, je vais appeler sur l'estrade Julien Jean-Baptiste, Gaël Talbi, Pascal Montreyer, Alexandra Choudinandra et Julien Michon, qui vont avoir la lourde tâche de vous présenter leurs travaux en 180 secondes. Donc on va débuter, alors ils vont être dans cet ordre-là. Donc le premier va être Julien Jean-Baptiste, Université de Nîmes. Alors lui, c'est un pur produit de l'université, parce qu'il sort du master risque nucléaire, enfin risque environnemental et sécurité nucléaire en 2015. Bon, il nous a quittés pendant une petite année. Il est allé travailler un petit peu ailleurs. Et ensuite, il est revenu et il est en thèse sa 2e année sous la direction de Corinne Le Gall-Lassalle sur une thématique, vous allez voir, qui est assez d'actualité, qui est la présence et le devenir de différents contaminants dans des sources d'eau. Julien.
Bonsoir mesdames et messieurs, ce soir je dois vous parler de vos moitiés. Pas vos moitiés de cœur, hein, je vous rassure, hein, je vous les laisse. Je parle de vos moitiés de corps. Nous sommes, mesdames et messieurs, faits à plus de 50% d'eau. Et chaque jour, dans un acte de confiance totale, nous renouvelons ce stock à l'aide de nos plus beaux robinets ou nos eaux minérales préférées. Et nous avons raison, car pour ces moitiés-là, on ne lésine pas. Filtration, chloration, lampe UV, ozonation, tout ce qu'il faut pour pouvoir garantir que les eaux que l'on prépare, que l'on prélève de notre environnement, nous remplissent de manière correcte. Cependant, pour l'eau comme en amour, la vie réserve des surprises et parfois des obstacles. Il faut donc les anticiper pour mieux se préparer. Et à l'équipe d'accueil Chrome, l'Université de Nîmes, nous aimons les fins heureuses. Et nous nous intéressons donc aux contaminants organiques émergents qui peuvent menacer notre seconde moitié. Ces contaminants regroupent l'ensemble des produits pharmaceutiques, des produits phytosanitaires, des produits d'hygiène de soins ou industriels. En gros, on passe de la codéine de Dr House au maquillage de Bettencourt jusqu'au Roundup dans l'amour et dans le pré, pour faire vraiment gros. En effet, après l'utilisation de ces molécules, une partie peuvent être introduits dans l'environnement et en particulier des cours d'eau, via les rejets de nos villes, de nos industries ou de nos campagnes. Ces cours d'eau alimentent des nappes d'accompagnement qui sont exploitées et donc peuvent les contaminer. C'est là que moi je rentre en jeu. Ma thèse consiste à étudier le risque que représentent ces composés au droit d'une nappe phréatique type, la nappe de Comps, à savoir de caractériser la présence de ces composés, comprendre leur comportement et identifier des mécanismes naturels qui pourraient les protéger. Pour cela, je réalise des analyses grâce à un outil extrêmement précis, capable de quantifier des molécules à des concentrations 1 million de fois plus faibles que celles que vous trouvez dans vos médicaments. Donc je vais les trouver. J'organise des campagnes de prélèvement toutes les 2 semaines pendant 2 années. Je vais les trouver. Je cherche ensuite, pour finir, à caractériser les paramètres du transport, d'atténuation, de dégradation ou de rétention. Car tout cela, mesdames et messieurs, c'est pour préserver nos moitiés, car mieux les comprendre nous permettra de mieux nous en occuper. Merci à vous. Challenge réussi pour le temps, bravo. Et faites attention à ce que vous buvez, à ce que vous rejetez, parce qu'il est là et vous surveille. Le deuxième doctorant qui va vous présenter ses travaux, c'est Gaël Talbi, doctorant à l'IUT de Nîmes. Il a une formation universitaire, nul n'est parfait, mais j'ai la même, chimie. Donc il sort d'un master de chimie des matériaux et procédés pour l'énergie et le développement durable à l'Université de Montpellier en 2015. Et il est sous la direction d'Olivier Cambon, le professeur Olivier Cambon à l'IUT de Nîmes. Et lui, il s'attaque aussi à quelque chose qui est très important d'un point de vue santé publique, qui est l'amiante. Merci pour cette présentation. Donc, bonjour à tous. Donc, comme il a été dit, mon sujet traite de l'amiante, et notamment dans le développement le développement d'une filière portant à la destruction puis à la valorisation de tous les déchets amiantés. Donc, un bref rappel sur l'amiante. Comme peut-être vous le savez déjà, l'amiante, c'est une série de fibres naturelles qui a été massivement produite et utilisée au cours du XXe siècle. On lui a prêté plus de 3000 utilisations différentes, notamment du fait de ses très bonnes propriétés et aussi le fait qu'elle n'est pas très chère à produire. Nous nous sommes prêtés sur ma thèse, nous nous sommes intéressés à l'application que sont les fibrociments. Donc, ce qu'on appelle fibrociments, pour donner des exemples un peu concrets, nous avons les flocages qui servent notamment à isoler nos maisons, les bâtiments. Nous avons aussi tout ce qui sont les tuiles de toit, nous en retrouvons dans les sols. Bref, il y a de l'amiante partout. La statistique, c'est qu'il y en a dans une maison sur 2 en France. Donc évidemment, beaucoup de déchets à traiter. Si on les chiffre, on les estime à 400 millions de tonnes rien qu'en France. Donc c'est vraiment un réel problème écologique et aussi pour la santé. À l'heure actuelle, les seuls traitements qui sont utilisés, si on peut les appeler ainsi, le premier traitement, c'est l'enfouissement. Donc effectivement, ce n'est pas très écologique. Le deuxième étant le procédé plasma, qui consiste tout simplement à chauffer les déchets à plus de 1500 degrés pour ensuite les enfouir. Donc on a quelque chose de pas très écologique et de financièrement pas très acceptable, si on peut le dire ainsi.
Pourquoi est-ce qu'on cherche à détruire l'amiante? Ça aussi, vous le savez sûrement, c'est que l'amiante est très dangereuse pour la santé. On répertorie des dizaines de milliers de morts chaque année à cause des cancers créés par l'amiante. Donc nous avons le cancer bronchopulmonaire, mais aussi celui du mésothéliome. Donc tout est là, le principe de cette thèse, détruire l'amiante. Donc elle s'est articulée en 3 parties. La première étant la détection et l'identification des déchets, car évidemment il y a plusieurs types de déchets, on va donc les traiter différemment. Il y a aussi plusieurs types d'amiante qui ont des structures chimiques différentes et qui ne vont pas réagir de la même manière vis-à-vis des différents traitements. On en vient donc à la deuxième partie de cette thèse, qui sont donc les traitements appliqués pour la destruction des amiantes. Nous en avons mis en place 2 traitements chimiques simples, qui nous ont permis de détruire l'amiante de manière très efficace. À la fin de ces 2 traitements, nous avons récupéré 2 types de phases, une phase liquide et une phase solide, qui nous amène alors à la 3e partie de cette thèse, qui est donc la valorisation des déchets. Nous avons donc valorisé ces 2 phases. Donc la première, nous avons valorisé les phases liquides en extrayant des ions valorisables. Un exemple est le magnésium, que l'on retrouve dans l'amiante et dans certains déchets de type fibrociment, qui est un ion extrêmement valorisable car très coûteux. Donc on a réussi à tirer de ces solutions liquides c'est le magnésium ainsi que d'autres ions. La deuxième voie de valorisation, très intéressante elle aussi, c'est celle de la synthèse d'un nouveau matériau qui a servi et qui sert à la dépollution des eaux usées, notamment avec l'absorption des métaux lourds. Donc on s'est servi de cette phase solide comme précurseur pour la synthèse de ce nouveau matériau. Pour finir sur cette thèse, pour la définir, nous avons défini cette thèse donc avec la définition d'un, je dis beaucoup de fois définir, définition d'un cercle vertueux qui part d'un matériau dangereux pour la santé et pour l'homme, que nous avons transformé à un nouveau matériau qui sert à la dépollution et qui est donc bénéfique pour l'environnement. Le tout est qu'un procédé plus vert que ce qui se fait actuellement et beaucoup moins coûteux. Merci de votre attention. Voilà quelqu'un de très futé, sauver des vies en gagnant de l'argent. Quoi de plus honorable. 3e thèse qui va nous être présentée, Pascale Montreyer. Elle nous vient de l'école des mines d'Alès. Et faire une thèse à l'école des mines d'Alès, ça nécessite quoi auparavant? Eh bien, être ingénieur. Pascale est ingénieure, elle a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'ONIRIS, qui est l'ancienne École nationale agroalimentaire de l'alimentation, avec une spécialisation en statistique et analyse. Je pense qu'avec le professeur actuel, elle aurait pu avoir une très très belle discussion, étant, nous ayant fait hier une certaine démonstration mathématique qui n'était pas forcément facile à suivre. Après 2 années d'expérience professionnelle dans l'industrie, elle s'est lancée dans une thèse à l'école des mines. Elle est en dernière année et elle va nous expliquer comment elle arrive à détecter des composés odorants de matériaux. Donc, bonsoir à tous. Alors, l'un des marchés de l'industriel pour lequel je travaille est la fabrication de durite. Alors, qu'est-ce qu'une durite? Donc, c'est un matériau, un tuyau en fait, fabriqué à partir de caoutchouc, notamment qu'on retrouve dans les moteurs automobiles. Sauf qu'il arrive que cette durite soit rejetée par certains clients, non pas en raison de ses qualités techniques, mais tout simplement en raison de son odeur. Donc c'est une réalité, l'odeur fait de plus en plus partie des critères de sélection, d'achat et d'utilisation d'un matériau. Et c'est pourquoi il est primordial pour l'industriel de maîtriser au mieux les émissions odorantes de ses produits. Alors pour en revenir à la durite, d'où provient son odeur? Donc la durite émet dans l'air des composés chimiques volatiles qui arrivent au fond de vos narines. Et une fois au fond de celles-ci, elles interagissent avec la muqueuse olfactive pour générer ensuite un signal qui est émis au cerveau. Et une fois que le cerveau reçoit le signal, il traite l'information donc de 2 manières différentes. Il fait tout d'abord appel à sa mémoire pour reconnaître l'odeur. Et deuxièmement, il évalue l'intensité du signal par la fréquence des impulsions électriques. Donc c'est à ce moment-là en fait, que nous, on détecte l'odeur, qui est donc associée au groupe de composés volatiles et donc associée à la durite. Donc dès lors qu'une odeur désagréable est détectée, il faut pouvoir agir sur celle-ci. Donc comment? En identifiant les composés qui sont responsables de cette mauvaise odeur, puisque heureusement, tous les composés émis par la durite ne vont pas être responsables de cette mauvaise odeur. Et en effet, il peut s'agir d'une toute petite quantité qui va être responsable seulement de cette mauvaise odeur.
Donc pour cela, on va devoir mettre en relation les composés chimiques ainsi que mettre en relation les composés chimiques émis avec l'odeur perçue. Cela nous amène à traiter trois types de données différentes, enfin une triple investigation en fait, parce qu'il va falloir caractériser l'odeur, caractériser les effluents émis donc, par la durite, et compléter notre analyse par des données bibliographiques en fait, d'odeur. Et donc, du coup, on sera amené en fait, à croiser différents blocs de données qui seront très différents de par leur nature, de par leur taille, de par leur précision. Et par exemple, donc, les données sur l'odeur seront issues de mesures olfactométriques, donc entachées d'une forte incertitude, puisque obtenues uniquement par l'outil humain, le nez. Ensuite, on aura des mesures physico-chimiques à croiser, qui, elles, seront obtenues à l'aide d'appareils de mesure précis, mais difficiles à traiter, et de données bibliographiques, qui, elles, seront entachées d'une forte incomplétude, et aussi également d'une forte variabilité. Donc le but, voilà, c'est de croiser toutes ces données pour en tirer notre identification. Actuellement, donc, c'est le rôle d'un expert, un expert odeur, qui va devoir croiser tous ces blocs de données. Sauf que du coup, c'est un travail très fastidieux, chronophage, et parfois l'identification, ça conduit à une identification qui est assez variable et parfois manque d'identification. C'est pourquoi le but de la thèse, c'est donc de mettre en place une méthodologie automatisée permettant de pallier l'incertitude liée à l'expert. De cette façon, on obtiendrait un résultat homogène, rapide d'obtention, ce qui rendra donc l'industriel non dépendant de l'expert et qui pourra assez facilement, rapidement, identifier les composés qu'il ciblera pour la formulation ou la reformulation de ses produits. Voilà. Merci, challenge réussi également. La quatrième thèse présentée est l'œuvre d'Alexandra Choudinova, qui a une formation Master 2 en biologie moléculaire de l'Université de Strasbourg en 2017. Elle est en première année de thèse au CHU de Nîmes sous la direction du professeur Serge Lombroso, et elle s'attaque à une pathologie que je vais essayer de ne pas écorcher, qui est la sclérose amyotrophique latérale. Et donc, dans ce cadre-là, elle va nous raconter une petite fable, si j'ai bien compris, qui s'intitule « Le poisson, le ver et la maladie de Charcot ». Bonsoir à tous. Il y a 2 semaines, nous a quitté un grand physicien, Stephen Hawking. Les médias disent qu'il était atteint de la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, ou encore maladie de Charcot. Cette maladie est très peu étudiée, et le rôle que j'ai dans ma thèse, c'est de comprendre pourquoi les personnes vont tomber malades de cette maladie. Alors, imaginons que le corps humain est une maison. Chaque maison sera unique. Il y aura des grandes maisons, il y a des plus petites, mais l'organisation de la maison sera toujours la même. Nous avons nos différences, mais notre corps est organisé de la même manière. L'ADN peut être vu comme l'échafaudage, et les murs, ce seront les gènes. Imaginez maintenant que vous êtes un pêcheur qui vit dans une maison près d'un lac depuis 50 ans. Vous avez votre famille, vous avez élevé vos enfants, plein de souvenirs, vous êtes heureux. Et tout d'un coup, votre maison s'écroule. Comment réagirez-vous ? Eh bien, c'est la réalité qui vivent les personnes atteintes de la maladie de Charcot tous les jours. C'est une maladie rare qui touche les personnes âgées entre 50 et 65 ans et au-delà. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement de cette maladie. C'est une maladie neurodégénérative. Elle fait que les neurones responsables des mouvements vont mourir. Donc, les personnes malades vont se paralyser très rapidement et elles vont décéder au bout de 3 à 5 ans après leurs premiers symptômes. 90% des cas de maladie de SLA, de maladie de Charcot, sont spontanés et il n'y a pas de cause identifiée. Et dans 10% des cas, la cause peut être un gène ou des gènes. Dans ce cas, c'est plusieurs gènes. Donc, j'étudie ces gènes et notamment les variants génétiques qui peuvent provoquer cette maladie. Qu'est-ce qu'un variant génétique ? Eh bien, revenons à notre maison pour comprendre.
Donc, vous vous souvenez, les murs, c'est bien les gènes. Donc, un mur, il est constitué de briques. Il y a différentes briques et chez la plupart des gens, on va avoir les mêmes briques. De temps en temps, il va y avoir une brique différente par mur, mais c'est tout à fait normal. Sauf que, dans des rares cas, on va avoir la mauvaise brique au mauvais endroit. Ce qui va faire que le mur sera fragilisé et avec le temps, la maison va s'écrouler. Le problème avec la SLA, c'est que dans ces gènes, on ne connaît ni quelles sont les briques mauvaises, ni où est-ce qu'elles se trouvent. Et donc, mon but, c'est de les identifier. Comment faire ? Je me suis inspirée par cette histoire du petit pêcheur et sa petite maison. Je me dis, le pêcheur, il a quoi ? Il a des poissons, il a certainement des vers. Donc, du coup, j'ai choisi 2 modèles animaux, le poisson zèbre et le ver nématode Caenorhabditis elegans, pour étudier cette maladie. En fait, ces animaux sont très proches de l'homme en termes de génétique. Ce qui me permettra, lorsque j'ai un variant inconnu, de le prendre, de le mettre dans l'animal et de voir s'il va développer la maladie. Si l'animal se paralyse, alors peut-être que ce variant, il est pathogène. Il s'agirait d'une mauvaise brique. Donc, le but de ma thèse, c'est d'aider aux patients de comprendre pourquoi ils tombent malades et éventuellement aussi, dans le futur, aider au développement des traitements contre la maladie de Charcot. Et voilà comment un sujet de thèse peut nous faire voir autrement ce qu'est la pêche. Dernier orateur, Julien Michon. Julien Michon, il est doctorant chez nous, à l'Université de Nîmes, sous la direction de Karine Weiss. Il a eu un master en psychologie sociale et du travail, à l'Université de Lumière de Lyon, mais bon, c'est pas très gênant. Il a débuté sa thèse en 2015, donc il va la terminer cette année, il est en dernière année. Et alors, c'est un grand plaisir de le présenter aussi ce soir parce que d'une part, il concourt actuellement au prix national de la thèse en 180 secondes. Mais surtout, c'est que son sujet de thèse est vraiment en relation et un des premiers sujets en psychologie sociale et environnementale qui a été mis par l'Université de Nîmes sur la thématique, sur l'équipe Chrome. Et il avait la lourde tâche de traiter un sujet qui est sur la représentation sociale émergente des risques. Et si je vous disais que votre smartphone vous provoquera un cancer de la rétine ? Vous ne me croyez pas ? Et si je vous disais que c'est scientifiquement prouvé qu'une étude allemande vient de sortir et que c'est en fait la lumière bleue de vos écrans qui provoque le cancer ? Vous commencez peut-être à revoir votre jugement. Qu'est-ce que je viens de faire ici avec vous ? Je vous ai présenté un risque nouveau pour vous, un risque émergent. Voilà ce que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Alors rassurez-vous, cette histoire de cancer de la rétine, c'était une fake news. En revanche, il est prouvé que la lumière bleue peut provoquer des maux de tête ou encore des insomnies. Sachant cela, et si vous adhérez à cette idée, vous allez en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos collègues. Les médias influenceront aussi votre jugement. En somme, vous allez recevoir, mais aussi émettre des croyances. En tant que chercheur en psychologie sociale, je m'intéresse tout particulièrement à nos croyances envers les risques. Ne mets pas ton téléphone dans ta poche, ou alors tu deviendras stérile. Crois-moi mon pote, faut arrêter l'eau en bouteille, c'est plein de phtalates. Oh chérie, je t'avais dit de prendre des œufs bio, c'est meilleur pour la santé. Vous voyez, les exemples du quotidien ne manquent pas. J'ai alors développé un outil scientifique sur la base de questionnaires et d'expérimentations afin de mieux comprendre nos croyances envers les risques. Grâce à cet outil, je suis en mesure de savoir, pour une population donnée, si elle se représente un objet comme un danger ou bien comme un bénéfice. Par exemple, dans cette salle, je suis en mesure de dire qui parmi vous se représente le smartphone comme quelque chose de dangereux ou bien comme une avancée technologique. Plus encore, parmi ceux qui se représentent cet objet comme un danger, je suis en mesure de dire si c'est à cause de la lumière bleue ou bien des ondes électromagnétiques qui rendraient stérile.
Mais attention, il ne s'agit pas là de démêler le vrai du faux concernant ces croyances envers les risques. Contrairement à certains collègues doctorants qui peuvent analyser ces risques de façon probabiliste, ici je m'intéresse seulement à vos croyances telles qu'elles sont, sans les juger. Pourquoi ? Parce que celles-ci conditionnent vos pratiques au quotidien et font sens pour nous tous. Améliorer nos connaissances envers les croyances sur les risques, voilà l'objectif de ma thèse. Elle permettra également d'améliorer la communication ou la prévention, que ce soit dans de nombreux domaines, comme la santé publique ou encore le bien-être au travail. Vous savez, les risques sont de plus en plus présents dans nos sociétés modernes, à tel point que j'aimerais vous soumettre une réflexion. Si Hamlet devait refaire aujourd'hui son monologue sur la mort et la vie, ne dirait-il pas que la question serait plutôt « risky or not risky » ? Merci. Merci Julien. Écoutez, si vous en êtes tous d'accord, moi je propose qu'on applaudisse encore une fois nos doctorants, Julien Jean-Baptiste, Gaël Talbi, Pascal Montrec, Alexandra Choudinov et Julien Michon. Pour terminer, je rappelle en fait, on a des doctorants de l'Université de Nîmes, de l'IUT de Nîmes, du CHU de Nîmes, dont le travail et le financement est financé par les établissements, l'université, le CHU et l'IUT, et également par Nîmes Métropole. Ainsi s'achève la deuxième phase, la deuxième partie de cette soirée.